Bonjour les cosmologues en culotte courte, bienvenue dans les aboiements de Rio de Janeiro. On est en période de carnaval, ça n'a pas tout à fait fini, il y a du bruit à l'extérieur, de jour comme de nuit. C'est pas tellement évident de faire une vidéo, mais on va tenter de la faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, on va faire une vidéo très attendue, très importante, sur laquelle, évidemment, on m'attend des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien du côté juif, si je fais une seule erreur, je vais me faire tuer. Et un par Maurice, die. De l'autre côté, du côté musulman, si je fais une quelconque erreur, elle sera relevée pour invalider tout mon raisonnement. Bien sûr, je parle des juifs nationalistes et des musulmans nationalistes ou des arabes nationalistes. Donc, pour faire encore plus attention que d'habitude, j'ai, ce que je fais rarement, préparé mon texte afin de ne faire aucune faute. J'en fais quelquefois. Quelquefois, je fais des petites erreurs, j'essaye de les corriger avec le texte écrit. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui embête tout le monde. Alors avant que vous soyez tous barrés, inscrivez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait et likez d'abord parce que c'est pas sûr que vous le fassiez à la fin. Aujourd'hui, vous savez, on va reprendre une chose qui en agace tout le monde, qui est le conflit israélo-palestinien. Donc on a deux nationalismes, le nationalisme israélien qui prétend relever de la nation juive et le nationalisme arabe, en particulier le nationalisme palestinien, qui lui entend aussi avoir son mot à dire. Donc on a un affrontement entre deux nationalismes. Alors vous savez que je suis pas nationaliste, je suis contre le nationalisme, l'internationalisme et le supranationalisme. Donc évidemment, attendez-vous dans ce poste à avoir un point de vue synarchique où les nationalistes des deux côtés vont être malmenés. Généralement, le nationalisme juif, le nationalisme israélien, tout le monde le déplore, tout le monde le dénonce à cause des exactions qui sont faites contre les Palestiniens, en particulier le sort des habitants de Gaza, Israël qui est devenu non pas l'État sympathique qu'il était au début, cette colonie sioniste joyeuse où on était content d'avoir échappé au statut d'inférieur, au pogrom, aux préjudices de toutes sortes, à la stigmatisation qu'on avait connue en Europe, quelquefois aussi dans le monde arabe, en Afrique du Nord, où les Juifs avaient un statut d'infériorité. Ils avaient pensé que les Occidentaux pourraient les aider, les libérer, mais tout ce que cela a conduit, en fait, c'est un effondrement du monde musulman, un effondrement du monde chrétien, et les Juifs se sont retrouvés, ainsi que les Arabes, dans un grand jeu international, où on se demande si les grands perdants, c'est pas en réalité les Juifs et c'est pas en réalité les Arabes, puisque pour les musulmans, en règle générale, il y a beaucoup de gens qui sont en dehors du conflit, et puis il y a beaucoup de juifs qui sont restés dans le nomadisme, qui eux aussi sont en dehors du conflit. Donc, il semble que ce problème concerne surtout les nationalistes juifs et enfin en tout cas israéliens et les nationalistes arabes, et c'est cet écheveau qu'on va essayer de démêler aujourd'hui, indépendamment du programme sioniste de la couronne d'Angleterre. Qu'est-ce qui s'est passé en Judée? Qu'est-ce qui s'est passé en Palestine? Pourquoi il y a cet affrontement? Quelles sont ces forces nationalistes qui sont en face à face? Et aujourd'hui, on va parler, comme on a beaucoup parlé du nationalisme israélien et du nationalisme juif lié à la couronne d'Angleterre, aujourd'hui, on va en particulier parler du nationalisme palestinien, savoir d'où il vient, comment il s'est exprimé, comment il a amené comme compère en fait à la situation présente, qu'est-ce qu'il faut penser des différents partis qui sont présents, comme le Fatah al-Islam, comme le Hamas, comme le Hezbollah. Quels sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi il y a un conflit aussi envenimé, qui va d'ailleurs encore plus s'envenimer dans le futur? Comment on en est arrivé là? C'est cet écheveau qu'on va devoir démonter aujourd'hui. Alors évidemment, moi, j'ai un point de vue qui est un point de vue synarchique. Ça veut dire que je ne ferai pas de nationalisme juif et je ne laisserai aucune place pour les nationalistes juifs, et en particulier les nationalistes de la droite israélienne. Je ne lâcherai rien aux nationalistes arabes, ceux qui pensent que l'islam, c'est faire du mal aux juifs et c'est les sortir du territoire de la civilisation musulmane. Je ne leur ferai aucun cadeau. Et je n'en ferai pas non plus aux chrétiens, que j'estime les premiers responsables de cet affrontement entre les juifs et les musulmans, parce que, évidemment, avant que les occidentaux viennent mettre la merde, comme ils l'ont mis partout dans le monde depuis qu'ils sont décidés que leur bonne femme pouvait avoir 50 gosses et que le plus grand cadeau qu'on pourrait faire à l'humanité, c'est de les expédier dans le monde entier pour faire des colonies. Depuis que ce petit cirque a commencé depuis le Portugal, eh bien, et a été continué par les Espagnols, ensuite par les Français, par les Anglais, les Hollandais, les Allemands, les Italiens, tout le monde s'y est mis, et on est dans une joyeuse pagaille, et dans cette joyeuse pagaille, on doit particulièrement remercier les chrétiens, parce que sans eux, on serait pas dans cette merde.
Alors, pour préparer ce post, évidemment, j'ai discuté avec mon pote rabbin ici, mais j'ai aussi discuté avec un groupe d'amis qui sont à la mosquée de Tijuca, qui m'ont d'ailleurs offert cette belle chemise. Alors, ça coûte pas très cher, ça coûte 10 €, mais je l'aime beaucoup et ça a été offert avec beaucoup de cœur. C'est pas une question d'argent, ça a été offert avec beaucoup de cœur, beaucoup de gentillesse. Et ils m'ont dit, écoute, on va tellement te jeter des œufs pourris du côté musulman que pour se faire excuser du comportement de nos frères, eh ben, on va t'offrir une chemise. Donc, merci pour cette jolie chemise qu'ils m'ont fait et je la porte avec beaucoup de fierté. Et je remercie tous mes frères de Louma, Carioca pour leur gentillesse. La plupart sont des Syriens, des Libanais, mais il y a aussi des gens qui ont d'autres origines, notamment des Maghrébins. Et puis il y a beaucoup de Brésiliens qui se sont convertis à l'islam, tout simplement parce qu'après le 11 septembre, bien les Brésiliens qui étaient un peu dégoûtés par le catholicisme, qui n'étaient pas intéressés par les églises évangéliques, qui se voyaient pas juifs non plus, et qui se posaient des questions en matière de religion, qui n'avaient pas envie d'aller vers le marxisme, qui avaient vu ses excès, qui allaient chercher une solution, et ben ils sont allés tout simplement vers l'islam. Parce qu'ils avaient cru, comme tout le monde, enfin, comme ceux à qui on l'avait fait croire que c'était des musulmans qui avaient défié l'Empire américain. Et pour un Brésilien, être capable de défier l'Empire américain, c'est qu'on a des couilles. Donc d'un seul coup, les mosquées se sont remplies, mais évidemment, elles se sont vidées au fur et à mesure du temps, où on s'est aperçu qu'en fait, l'islam n'avait rien à voir dans ça, et en particulier le nationalisme arabe, et qu'au contraire, il était complice, notamment le nationalisme saoudien. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler en particulier des Arabes de Palestine, tels qu'ils se sont comportés sous la bannière nazie. Parce qu'en fait, le parrain du nationalisme palestinien, du nationalisme arabe, que ce soit en Syrie, en Irak, en Égypte, le parrain des nationalistes arabes, c'est la couronne d'Angleterre, en premier lieu, qui a créé ces mouvements nationalistes contre l'Empire ottoman. Et comme ces nationalistes arabes ont été déçus, donc égyptiens, palestiniens, syriens, jordaniens aussi d'une certaine façon, mais beaucoup moins, irakiens, iraniens ont été déçus par la couronne britannique, ils se sont tournés vers l'Allemagne nazie. Et donc on s'aperçoit que tous les partis baasses arabes anti-Israël, en fait, étaient des partis qui étaient pro-nazis pendant la guerre et qui ont demandé l'extermination et le gazage des Juifs. Ils l'ont demandé à Hitler en la personne du moufti de Jérusalem. C'est documenté historiquement. Alors bien sûr, on va un peu avancer dans l'histoire, je vais vous donner le détail. Ce qui s'est passé, c'est qu'après l'effondrement de l'Allemagne nazie, eh bien, ce sont les soviétiques qui se sont imposés. Donc les nationalistes arabes, comme en Algérie, comme en Égypte, comme en Syrie, comme en Irak, eh bien, ils se sont tournés vers l'Union soviétique, qui avait vaincu le nazisme, et ils se mettaient donc au service d'une nouvelle puissance en pensant qu'elle la libérerait des Occidentaux, de ces Occidentaux qui les avaient utilisés pour détruire l'Empire ottoman, mais qui les récompensaient pas en leur donnant les nations riches dont ils rêvaient pour leur peuple. Alors, allons-y, commençons, et je vais suivre sur l'ordinateur, donc c'est sûr qu'il y aura un flux un peu plus lent que d'habitude, ce qui va satisfaire les adeptes de la vitesse lente. Particulièrement en Suisse, dans les montagnes. J'ai oublié les Suisses dans plusieurs vidéos, je sais que je suis pas mal suivi en Suisse. J'ai vu, en fait, en regardant les gens qui se sont inscrits sur la chaîne, qu'il y a pas mal de gens qui sont en Suisse. Donc, j'envoie un grand bisou aux Suisses, et en particulier à une jeune fille qui s'appelle Alicia, et qui est en Suisse, et qui m'a été indiquée par mon ami Brahim de Mauritanie, et dont j'attends des nouvelles. Alicia, si tu m'écoutes, je serai très content d'échanger avec toi, puisque tu es maintenant une sœur, tu es rentrée dans l'islam, et je serai content de discuter avec une fraîche convertie qui ne s'est pas laissée tenter par le salafisme, par les promesses de l'Iran, par les promesses des sunnites, et qui cherche un islam traditionnel, un islam soufi. Donc, bienvenue à la maison, bienvenue dans le vrai Fatah al-Islam, bienvenue dans la vraie maison de l'islam. Ce dont nous allons parler aujourd'hui est généralement occulté par les historiens, en particulier les historiens occidentaux, pour des raisons très simples, parce qu'il y a une islamophilie de gauche. Il y a beaucoup de gens à gauche qui ont une passion pour l'islam. On se demande bien pourquoi, parce qu'il n'y a rien de plus éloigné du socialisme, du marxisme que l'islam, mais bon. Donc cet islamo-gauchisme, en fait, il a tendance à occulter ce que je vais dire maintenant. Par contre, c'est très présent en Israël, c'est très enseigné en Israël, à des fins évidemment politiques. Donc on va essayer de passer à travers ces deux pièges, le piège de la droite israélienne, qui est profondément anti-arabe par nationalisme, et le piège de la gauche française, qui est islamophile avec un certain aveuglement. Alors ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la résistance antisioniste et ses liens avec les nazis. Donc je me suis appuyé sur pas mal de documents d'archives, je vous mettrai des liens.
Ce qu'il j'essaye de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a un lien de parenté idéologique et une continuité logistique entre le national-socialisme et le nationalisme musulman, le nationalisme arabe. Donc on a un nationalisme chrétien, coloration socialiste, qui est l'Allemagne nazie. On a un nationalisme musulman, arabe, à coloration socialiste, et qui sera aussi ces partis Baas, donc à laquelle appartient le Fatah al-Islam de l'OLP, le Hamas, mais aussi les salafistes en Égypte, aussi Nasser, parce que tout ce petit monde-là sort du même panier de grenouilles, et puis Saddam Hussein et les Alaouites et leur parti Baas en Syrie. Donc aborder ce sujet-là, qui est le comportement des Palestiniens dans les années 30 et pendant la Deuxième Guerre mondiale, généralement c'est quelque chose que l'on occulte. Hein. On traite tout de suite les Israéliens de nazis sionistes, de nationisme, comme dit notre amie Béatrice Elbez, qui est au micro-ondes. Pour des raisons qu'on comprend tout à fait d'ailleurs, hein, parce qu'elle a une vision qui est tout à fait erronée et tronquée. Elle a bien compris ce qu'était l'islamo-gauchisme de Tariq Ramadan. Elle a bien compris ce qu'était la droite israélienne, mais elle a toujours pas compris qu'il y avait une voie et que cette voie c'était la synarchie et qu'elle lui permet non seulement de se protéger du slow killing, mais aussi de trouver une raison politique de s'investir parce que, je le répète, c'est une jeune femme intelligente et c'est bien dommage ce qui lui arrive. Mais bon, c'est ainsi. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que dès 1933, dans le monde arabe, on a un certain nombre de partis qu'on appellera les partis Baas, qui vont en fait se structurer avec un financement et avec l'aide du Parti national socialiste allemand. Alors par exemple en Égypte, on a le parti Jeune Égypte qui a été exactement fondé sur le modèle du Parti national socialiste allemand avec un slogan Ein Volk, ein Reich, ein Führer, donc un chef, un peuple plutôt, un chef et un État. Donc ce qu'on veut c'est un peuple qui est guidé par le parti d'État. Et on veut un guide qui soit un guide genre Hitler et dont on va chercher des substituts dans le monde égyptien. Alors évidemment, tout de suite, il y a Gamal Abdel Nasser, donc le président de l'Égypte, qui s'inspire d'Adolf Hitler. Et d'ailleurs, c'est son propre frère qui a traduit en arabe Mein Kampf. Alors Nasser, il a recruté, lorsqu'il a constitué l'État égyptien et lorsqu'il a voulu se constituer lui aussi en successeur du Reich, d'Adolphe, et ensuite attaquer l'État d'Israël. En fait, il a recruté principalement des nazis. Donc, il y a beaucoup d'anciens officiers de la SS, notamment des gens qui avaient été faits prisonniers par les Anglais, puis des gens qui ont migré depuis l'Allemagne et qui sont allés s'installer en Égypte et qui ont servi de cadre à l'armée égyptienne. Donc, je dis bien des SS, des nazis, ont été recrutés par Nasser, par les nationalistes égyptiens, les nationalistes Baas, socialistes, pour en fait mener une campagne anti-israélienne avec les mêmes techniques que l'Allemagne nazie. Et c'est d'ailleurs ces nazis-là qui les ont formés à l'extermination de masse et à la guerre à outrance, la guerre moderne, lorsqu'ils ont attaqué Israël, notamment pendant la guerre, les différentes guerres qui ont frappé Israël et qui ont été menées depuis la Syrie, depuis l'Égypte et depuis l'Irak. Cette situation, en fait, on peut ce nationalisme arabe qui d'abord a été formé par les Occidentaux, par la couronne britannique pour détruire l'Empire ottoman, qui a été déçu que l'Angleterre ne tienne pas ses promesses. D'ailleurs, pour croire aux promesses de l'Angleterre, il faut avoir une case en moins. Il faut vraiment avoir une case en moins pour croire aux promesses de l'Angleterre. L'Angleterre, c'est la perfide Albion. Elle ne tient jamais ses promesses. Elle est perfide. Donc, croire un Anglais, autant se suicider. Mais bon, les Arabes n'avaient certainement pas bien lu les hadiths et le Coran, parce que ces Arabes-là, en tout cas, qui étaient tellement peu musulmans qu'ils étaient nationaux socialistes, parce que justement dans les hadiths, il y avait le hadith de Al-Jassasa et tout musulman savait que le siège de l'Antéchrist, de Al-Dajjal, c'était l'Angleterre et que il valait mieux s'arracher les yeux, se couper les mains et le zeb plutôt que de faire confiance à un Anglais. Mais visiblement, les Arabes sont pas très intelligents et quand ils ont voulu se débarrasser des musulmans, en tout cas ces Arabes-là, ils se sont précipités dans les bras de leur pire ennemi, qui était l'Angleterre, et puis ensuite l'Allemagne nazie, qui était aussi un produit de l'Angleterre, et puis après ils se sont jetés dans les bras de l'Union soviétique, qui était aussi un produit de la finance anglaise. Qu'est-ce qu'ils sont cons les Arabes, franchement, Maurice. Tu as raison, Omar il est bête mon fils, il est bête à crever, à manger du foin. Enfin c'est comme ça. Donc un petit bonjour à mes amis arabes, quand ils sont patriotes, et évidemment quand ils sont bons musulmans, tout mon respect, mais quand ils sont nationalistes, bonjour les idiots. Voilà. Donc qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1920, en fait, avec le traité de Versailles, avec la division, la façon dont les Anglais ont découpé le Maghreb et puis ont découpé le Moyen-Orient, il y a eu les promesses qui avaient été faites aux nationalistes arabes et aux nationalistes musulmans des différents pays
n'ont pas été tenues. Donc naturellement, les Arabes se sont tournés vers l'Allemagne, qui était la puissance émergente, les Maghrébins aussi, et ils ont voué une adoration à Hitler et au nazisme, ils en ont repris tous les thèmes. Alors, il semble qu'en fait, l'Allemagne nazie, elle est servie de catalyseur, tout comme elle a servi de catalyseur au sionisme. Hein. Les sionistes ne seraient pas aussi forts s'il n'y avait pas eu l'Allemagne nazie. Les sionistes ont beaucoup aidé l'État d'Israël, mais les sionistes, les nazis ont aussi beaucoup aidé les nationalistes arabes, qui ont trouvé dans le nazisme une idéologie qui pouvait donc les servir et les aider à porter leur cause. Et l'Allemagne nazie a servi de modèle à tous ces nationalistes arabes, qui étaient d'ailleurs aussi socialistes. Un des plus fervents partisans de l'Allemagne nazie, c'était par exemple Hassan al-Banna, qui était donc quelqu'un, de la mouvance en fait du Hamas et qui s'inscrivait dans la continuité des frères musulmans d'Égypte. Hein, donc Hassan al-Banna, qui est très connu du monde musulman, hein, comme étant ce grand intellectuel des frères musulmans et du Hamas. Et il était un chaud partisan de l'Allemagne nazie. Le Fatah, par exemple, de Mohamed Abdelrahman al-Qadwa al-Husseini, qui est connu plus internationalement par Yasser Arafat. Donc Yasser Arafat, le président de l'OLP, dont vous connaissez maintenant le nom complet en arabe, était en fait quelqu'un qui était d'origine juive, qui était un nationaliste arabe, ah ouais, il y a tout dans le monde, et qui était un néo-nazi, donc enfin plutôt un nazi, un admirateur d'Adolf Hitler, et qui avait demandé à la milice qui était autour de lui de porter les uniformes et l'insigne, la croix gammée du national-socialisme allemand. Bienvenue chez les Poissons Rouges, qui n'ont pas gardé de mémoire, mais le fait est, c'est que il y a quand même des gens qui n'ont pas perdu la mémoire en Palestine, notamment mon grand-père qui avait fui la Palestine à cette époque-là, considérant que les Arabes étaient devenus fous et que ça allait finir en bain de sang. Il a vendu sa ferme à des sionistes et il est allé vivre en Algérie. Il était très content de le faire. Et donc il a dit, les fous sont arrivés au pouvoir des deux côtés, ça va finir en bain de sang. Et le pire, c'est que les sionistes, ils ont derrière eux la couronne britannique, qui est très puissante, qui a détruit l'Empire ottoman. Et les nationalistes arabes n'ont aucune chance, ils vont se faire manipuler, ils vont se faire réduire en cendres, ils vont se faire exterminer. Et le monde arabe va finir, non seulement on a perdu le monde ottoman et la grande civilisation musulmane, mais on va finir dans un trou à merde, on va finir dans un shot, et il n'y aura plus qu'à tirer la chasse d'eau sur le monde arabe, et on n'en est plus très loin. Hélas. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, de faire ce rapprochement entre donc ces gens qui sont assez intéressants, comme par exemple Yasser Arafat, qui a commencé par les jeunesses hitlériennes, ou ce grand intellectuel des frères musulmans, Hassan al-Banna. Et puis il y a d'autres personnes qui sont assez intéressants parce que avant 1948, ces gens-là, ils ont été particulièrement des adeptes du national-socialisme allemand. Alors reprenons. Ce qui est intéressant en fait dans ce panier de crabes, en fait, c'est à chaque fois de voir le financement. Donc dans d'autres vidéos, je vous ai montré que Alain Soral avait des liens avec la LDJ, la Ligue de défense juive, que Alain Soral touchait des fonds des milieux sionistes russes. Hein, ouais. Que le Front National avait été alimenté par des fonds sionistes via la CIA et via la Corée. Donc, en fait, plus on creuse les problèmes des nationalismes, et on s'aperçoit que ces nationalismes, ils se frontent les uns les autres. Ils créent des boucheries, c'est-à-dire le XXe siècle, c'est une boucherie nationaliste, mais qu'entre eux, ils s'entendent bien et ils se financent mutuellement. Donc on s'aperçoit que les financements vont bon train entre partis nationalistes et que les partis nationalistes forment une sorte d'internationale qui s'autofinancent et qui financent les uns et les autres. Tous les partis sont financés par les mêmes, donc inutile d'être nationaliste parce que quel que soit le nationalisme que vous allez choisir, vous allez être financé par la City de Londres. Bienvenue chez les zombies. Alors à propos de ce financement, on cite souvent par exemple le rôle qui a été joué par un Américain qui s'appelle Charles R. Crane, qui est un antisémite notoire, hein, qu'on va retrouver à la base du financement de l'Allemagne nazie, mais on s'aperçoit que, en fait, il joue un très grand rôle en tant que mécène du clan Husseini. Donc, Yasser Arafat, il est financé par un Américain antisémite qui est Charles R. Crane, mais qui a aussi financé l'Allemagne nazie. Donc voilà. Bienvenue au club, hein, on voit à peu près que c'est les mêmes de chaque côté. Donc comme je vous le disais, les mouvements nationalistes sont financés par les mêmes et partout dans le monde entier, la grande internationale des nationalismes. Alors c'est intéressant de voir que cet antisémitisme des nazis,
cet antisémitisme qu'il y a aux États-Unis et cet antisémitisme qu'il y a chez les nationalistes arabes, en fait, ils sont financés exactement par les mêmes et depuis les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc c'est la politique du sionisme. La politique du sionisme, c'est de diviser le monde entier en nations et de soumettre ces nations à l'Empire britannique. Donc bienvenue dans le monde réel, bien vous êtes sortis de la matrice. Alors les Juifs, ils se sont laissés tenter dans cette aventure. Beaucoup de Juifs se sont laissés tenter par cette aventure de partir vivre en Israël, et ça se comprend très bien parce que les États, alors que les royautés, c'est-à-dire la royauté russe, la royauté française, le Saint-Empire romain germanique ou l'Empire d'Autriche-Hongrie avait un statut de protection pour les Juifs. Les Juifs étaient protégés, il était interdit de leur faire du mal, ils étaient directement sous la législation du roi, sous la protection du roi ou de l'empereur. Donc ils avaient un statut de protection. Et l'échange de ce statut de protection, c'est qu'ils avaient un certain nombre d'interdits en matière de métier. Par exemple, ils n'étaient pas autorisés à posséder des terres et un certain nombre d'autres interdits de rentrer dans les métiers de la noblesse. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que quand on est dans une civilisation, il faut que les gens qui animent la cité soient orientés comme des sédentaires, avec une religion de sédentaires. Par contre, quand ils ont une religion de nomades, comme le talmudisme ou comme le christianisme, eh bien, il est normal qu'ils aient un statut d'infériorité, pour ne pas avoir accès à certaines fonctions qui, parce qu'ils sont des nomades, rentreraient en concurrence avec l'empereur et rentreraient en concurrence avec la civilisation, la réorienterait. Donc, par exemple, en France, on avait un roi qui était catholique, on avait un roi Sinard qui était catholique, les Juifs étaient là avec un statut de protection, mais quand même un certain nombre d'interdictions. C'était pareil dans l'Espagne des Omeyyades, c'était pareil au Maghreb, dans tout le monde musulman, c'était tout à fait normal. C'était tout à fait normal parce qu'ils étaient nomades. Si pour des avantages matériels, ils voulaient se sédentariser, à ce moment-là, on leur proposait de changer de religion, c'est-à-dire de devenir catholique en France ou de devenir musulman dans l'islam. Donc s'ils voulaient rester attachés à leur foi en tant que nomades, ils avaient un statut spécial, et s'ils voulaient se sédentariser, eh bien, ils devaient changer de religion tout simplement pour les avantages matériels. Alors ça ne doit pas nous choquer, c'est une tradition dans les synarchies. Dans les synarchies, la religion dominante des synarques est une religion de sédentaires, et lorsqu'il y a des peuples nomades qui viennent pour entrer dans la synarchie, où ils adoptent la religion de la synarchie, par exemple ils deviennent catholiques, ou ils deviennent musulmans, ou ils vont, ou hindous, mais par contre s'ils veulent garder leur religion, eh ben, ils ont un statut spécial, et on va, comme ils sont des nomades, et on veut pas qu'ils rentrent en concurrence avec l'empereur, qui est lui aussi un nomade, avec le synarque, le grand synarque, on va leur poser un certain nombre d'interdictions, mais qui sont compensées parce que les métiers dans lesquels ils vont pouvoir travailler sont des métiers qui généralement sont beaucoup plus lucratifs et ils sont interdits aux sédentaires. Donc il y a un équilibre entre nomades et sédentaires au sein de la synarchie. On en reparlera à propos de l'organisation de la synarchie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la même époque, à l'époque donc où l'Allemagne nazie finance, après la couronne britannique, l'Allemagne nazie finance les partis nationalistes arabes, en particulier avec de l'argent américain qui vient directement des États-Unis. C'est les Américains qui ont financé Hitler, et les Américains financent le nationalisme arabe, en particulier l'OLP. Et le grand moufti de Jérusalem qui reçoit des fortunes depuis non seulement l'Allemagne nazie, mais depuis les États-Unis et la CIA. Eh ouais. Donc en Allemagne, il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y a pas que des colonies sionistes. Il y a aussi ce qu'on appelle des colonies templières, c'est-à-dire que les sionistes, ce sont avant tout des chrétiens, et des chrétiens anglais, des chrétiens allemands ont créé des colonies en Palestine. Il y a toujours d'ailleurs des Israéliens qui sont chrétiens, par exemple, je sais plus comment s'appelle, Alan Rich, par exemple, qui est un évangéliste, qui est pour le nouvel ordre mondial, qui est à fond pour Israël, à fond sioniste, c'est un chrétien sioniste, et il vit en Israël. Alors toute sa vie, il avait fait du satanisme, il invoquait des démons, et maintenant qu'il est en Israël, il dit qu'il s'est converti, qu'il invoque Jésus, et qu'il pratique aussi des guérisons en invoquant Jésus. Donc peut-être que le démon qu'il utilise s'appelle Jésus, je sais pas, peut-être. En attendant, c'est lui qui sait la solution. C'est lui qui a voix. Alors en attendant, donc en Palestine, il y a des colonies allemandes et des colonies chrétiennes. Alors ces colonies, on les appelle Tempelgeschaft, c'est-à-dire des sociétés de templiers, qui sont des gens qui sont liés à l'église de Württemberg, donc une église protestante, qui a d'ailleurs donné beaucoup de cadres aux nazis. C'est-à-dire il y a beaucoup de nazis qui étaient des templiers. Ces templiers-là, ils étaient issus de cette église protestante de Württemberg. Donc c'était des gens qui étaient extrêmement nationalistes et qui étaient extrêmement sionistes, jusqu'à aller faire des colonies sur le modèle des Templiers en Palestine. Alors il faut savoir que de 1933 à 1948, il y avait environ un tiers des Allemands qui résidaient en Palestine,
donc sous mandat britannique, qui avaient leur carte du parti nazi. Donc la plus importante partie de cette population, donc d'Allemands qui étaient ici, qui étaient impliqués politiquement, elle était totalement inféodée au nazisme avec l'autorisation des Anglais et des Britanniques, puisqu'on était sous mandat. Alors en 1933, il y a un officier SS qui s'appelle Ernst Wilhelm Boll, Boll pour les Français, qui va être chargé par Hitler de prendre en main les minorités allemandes qui sont expatriées en Palestine, ces communautés templières, et puis il va Wilhelm Boll va les prendre en main, et c'est lui qui va assurer la formation des groupements nationalistes, donc aussi bien les frères musulmans qui ont des installations en Palestine, et aussi bien le Fatah al-Islam, aussi bien le Hamas, donc le Fatah al-Islam de Yasser Arafat. Donc ce qu'on sait de ces missions locales de nazis, en fait, qui étaient aussi bien parmi les Arabes que parmi les chrétiens, ils avaient 3 missions: appuyer le renseignement allemand, exercer un contrôle sur les populations allemandes qui vivaient là, et soutenir les mouvements subversifs contre les ennemis de l'Allemagne. Donc le nationalisme arabe a été particulièrement alimenté et financé par ces groupes de nazis qui étaient présents, donc du NSDAP, du Parti national-socialiste allemand, qui étaient présents en Palestine. Alors on nous informe qu'au début des années 1930, la communauté templière, elle regroupait environ 2500 individus qui vivaient reclus, qui avaient d'ailleurs beaucoup de mépris pour les Arabes, mais qui les utilisaient comme imbéciles utiles pour cultiver leurs terres, et puis pour les exercer au nationalisme et les dresser contre les Britanniques qui avaient donc un mandat sur la Palestine. Alors pour ces Allemands qui vivent en Palestine, qui vivent en Judée, ils sont très proches des nationalistes arabes, et c'est eux qui vont leur enseigner la théorie de la conspiration, c'est-à-dire que le nouvel ordre mondial serait une ambition des Juifs de la finance, qui auraient mis sous contrôle les chrétiens et un certain nombre de musulmans, et que ces Juifs-là, internationalistes, qui veulent reconstituer l'État d'Israël, ça serait eux qui dirigeraient le monde. Alors évidemment, on est exactement dans le schéma inverse. Le schéma inverse, c'est que c'est la couronne britannique qui utilise des Juifs et qui utilise des Arabes. Mais là, on a une inversion accusatoire qui est faite par les nazis, et qui est faite d'ailleurs par les nationalistes arabes, et qui continuera jusqu'à nos jours, que les Juifs seraient responsables, et seraient les commanditaires et les responsables de l'État d'Israël, et que c'est les Juifs qui voudraient Israël. Alors dans les faits, on sait très bien que c'est les sionistes chrétiens, donc la couronne britannique, qui veut l'État d'Israël, et que la plupart des Juifs qui sont dans le monde ne refusent d'aller en Israël et sont absolument pas intéressés pour y aller. Mais enfin, ça, comme dirait Adolphe Le Pen, c'est un détail de l'histoire, ainsi que la source de son financement, c'est sans doute un détail de l'histoire du Front National. Alors il faut savoir que ces groupes en fait d'Allemands qui sont en Palestine, ils vont former avec les Arabes des groupes de Hitlerjugend, c'est-à-dire des jeunesses hitlériennes, et dans ces jeunesses hitlériennes est passé notamment le pape Benoît XVI, qui est passé par les jeunesses hitlériennes, et quand on lui a demandé quel était le souvenir, il a dit que dans les jeunesses hitlériennes, il avait appris le don de soi et le sacrifice pour les autres, et que c'est certainement ce qui avait été à la base de sa vocation chrétienne, à méditer. Donc je vous ai toujours dit qu'il y avait un lien entre les catholiques et l'Allemagne nazie. D'ailleurs Hitler s'est toujours dit catholique, il a été élevé jusque les jésuites, donc l'Allemagne nazie paraît comme un pur produit du Vatican et des jésuites. Enfin ça c'est une autre question qu'on réglera dans une autre vidéo. Alors cette communauté d'Allemands, donc elle va poser des problèmes, jusqu'en 1940 elle pose pas tellement de problèmes, mais lorsque la France déclare la guerre à l'Allemagne et que l'Angleterre est du côté de la France, et bien à ce moment-là, c'est panique à bord pour les Anglais. Donc ce qu'ils vont faire, c'est que ces colonies templières d'Allemands, ils vont les déporter en Australie. Alors ils vont être déportés en Australie, et alors le pire, c'est qu'à la fin de la guerre, l'Allemagne va demander à ce que ces colonies templières de Palestine qui ont été déportées en Australie soient rapatriées vers l'Allemagne, et vous savez qui est-ce qui va les rembourser, qui est-ce qui va payer? L'État d'Israël. Donc l'État d'Israël va payer pour renvoyer les nazis qui ont été déportés en Australie vers l'Allemagne. Donc quand je vous dis que tous les nationalismes sont liés entre eux, s'autofinancent les uns les autres, et que derrière il y a exactement le même agent financier, en voilà une preuve de plus. Ce qui nous inquiète pour le moment, et ce que je vais développer maintenant, c'est la façon dont le grand moufti de Jérusalem, donc le moufti Amin al-Husseini,
c'est non seulement laisser embrigader dans le nazisme, au mépris de la tradition islamique, c'est-à-dire quand on est un bon musulman, on ne peut pas être nazi, on ne peut pas être nationaliste quand on est musulman, et on ne peut pas être socialiste. Quand on est socialiste, on cesse d'être musulman, puisqu'on devient socialiste, et lorsqu'on est nationaliste, eh bien, on cesse d'être musulman, on est un nationaliste arabe, ou un nationaliste algérien, ou un nationaliste tunisien, ou etc., mais on cesse, ou irakien, mais on cesse en tout cas d'être un musulman, puisqu'on est devenu un nationaliste, on n'appartient plus à la civilisation musulmane, on devient un islamiste, un nationaliste islamiste. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce moufti de Jérusalem, qui était un roux d'ailleurs, alors dans l'islam on se méfie beaucoup des roux, hein, dans toutes les religions d'ailleurs on se méfie un peu des roux, on sait qu'ils sont auto-rivers, donc bon, ça c'est peut-être un a priori, mais bon, en l'espèce de ce grand moufti de Jérusalem, c'est quand même assez curieux qu'il ait autant le type arien en fait, qu'il n'est pas du tout le type arabe. Enfin, peu importe. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que à partir de 1936, les milices arabes, elles abordent, notamment celle du moufti de Jérusalem, elles abordent la croix gammée des nazis et tous les groupes d'Allemands, de Templiers allemands sont accueillis à bras ouverts par les nationalistes arabes et en particulier ces islamistes nationalistes. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'une convergence idéologique entre les deux ou est-ce que, en fait, c'était parce qu'ils étaient contre tous les deux l'occupant britannique? Eh ben, l'avenir montrera qu'il y avait vraiment convergence idéologique. En effet, on a des documents du service de renseignement extérieur nazi, hein, de la Gestapo Abwehr, qui nous indiquent deux choses en fait. Le moufti avait démontré sa profonde judéophobie à plusieurs reprises depuis le pogrom de Jérusalem en 1920. Et il y avait donc un terrain d'entente entre les nationalistes arabes, entre le grand moufti de Jérusalem sur la question du sionisme, puisqu'il avait poussé, lui et ses prédécesseurs, à exterminer tous les juifs de Jérusalem. C'est ce qu'on avait appelé le pogrom de Jérusalem de 1920. Ce moufti, il était arrivé à se rendre indispensable aux Britanniques, et notamment il affirmait qu'il était le seul à pouvoir calmer les Arabes et à faire qu'il n'y ait pas d'insurrection arabe. Donc il a essayé, ce moufti, il a tout le temps joué un double jeu. Il était un agent des nazis et en même temps il était un agent des Américains, enfin des Britanniques, qu'il menaçait en leur disant bon ben voilà, soit vous confortez mon pouvoir et moi je suis lié à l'Allemagne nazie, sinon vous aurez une insurrection arabe qui sera impossible à tenir et comme en 1920 il y aura un pogrom, on exterminera tous les juifs. Donc cette insurrection arabe, elle montre vraiment qu'il y avait une alliance de facto entre les nazis et les nationalistes arabes, c'est-à-dire entre le Hamas et le Fatah al-Islam. Alors en 1936, on note que 3 juifs furent assassinés à Jaffa, que des maisons juives furent pillées et incendiées. Le 5 mai 1936, donc il y a eu 2 semaines de violences anti-juives qui ont été menées par les nationalistes arabes conjointement avec les nazis. Et ce qu'on voulait, en fait, c'était la déportation de tous les juifs. Donc, on demandait à tous les juifs de quitter la Palestine sans exception. Et le grand moufti de Jérusalem ira négocier auprès d'Hitler la déportation des juifs de Palestine et réclamera qu'ils soient gazés et la solution finale pour les juifs de Palestine. Alors que ces juifs qui vivent en Palestine avaient vécu sous la protection ottomane, sous la protection du califat pendant des années, avec des bonnes ententes, puisque chrétiens, juifs et musulmans faisaient par exemple le pèlerinage sur la tombe de Moïse ensemble. On voit que les nationalistes arabes, menés par le grand moufti de Jérusalem, demandent non seulement créer des émeutes anti-juives, mais demandent l'extermination, le gazage des juifs et leur déportation vers l'Allemagne nazie, vers les camps de concentration. Ça a été demandé en personne par le grand moufti de Jérusalem, comme l'a répété il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a 1 an ou 2, Benjamin Netanyahou. Alors les pauvres juifs de Palestine, qui sont là depuis plusieurs milliers d'années, ils se retrouvent pris entre deux côtés d'une tenaille. D'un côté, donc eux ils parlent hébreu, ils sont des juifs traditionnels, restés là depuis la destruction du temple. Il y a une grosse communauté juive en Palestine, tout le monde n'a pas migré, tout le monde n'a pas suivi la diaspora. Alors ces juifs qui sont là, qui s'entendent bien avec les chrétiens, qui s'entendent bien avec les musulmans, qui étaient sous l'aile protectrice de l'Empire ottoman, parce que les Ottomans protégeaient les juifs. Eh bien, ils se trouvent d'un seul coup pris dans un mouvement nationaliste. Alors, le mouvement nationaliste turc, qui va exterminer 1 million et demi d'Arméniens. De l'autre côté, ces juifs d'Europe de l'Est qui ne parlent pas hébreu, qui parlent yiddish, qui sont inspirés du socialisme, qui sont enthousiasmés par le socialisme et l'expérience soviétique, qui débarquent là pour faire des kibbutz, qui parlent yiddish et qui sont marxistes.
Et donc ces juifs traditionnels, ils se retrouvent confrontés à ces juifs complètement laïcisés, ces juifs d'Europe de l'Est qui n'ont pas le même physique qu'eux, qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas les mêmes rites. Et de l'autre côté, il y a les nationalistes arabes qui sont en pétage de plomb, qui ont d'abord aidé à détruire l'Empire ottoman, donc mettre fin au statut de protection des juifs, qui maintenant étaient ensuite passés au service des Anglais, qui maintenant sont au service des nazis. Donc les pauvres juifs de Palestine, ils se trouvent pris en tenaille entre d'un côté donc les trois côtés en fait, hein, les nationalistes turcs, dont ils se demandent s'ils vont pas les exterminer comme ils ont exterminé les Arméniens, les nationalistes juifs sionistes venus d'Europe de l'Est qui parlent yiddish et qui ne pratiquent pas le même talmudisme qu'eux, les mêmes rites qu'eux, en tout cas pas de la même façon. Et puis d'autre part les nationalistes arabes qui cessent d'être des musulmans et qui virent à l'islamiste. Donc c'est un grand traumatisme pour ces communautés juives. Il y a beaucoup de personnes juives qui vont quitter la Palestine et qui vont se réfugier en Amérique du Sud, au Brésil. Donc on a ici au Brésil et en Argentine des communautés de juifs qui ont quitté la Palestine à ce moment-là. Alors mon grand-père qui était un très bon musulman et qui était pas du tout nationaliste, qui était contre le nationalisme arabe, qui avait des griefs contre la colonisation ottomane, hein, l'Empire ottoman. Personne n'était vraiment satisfait de l'Empire ottoman. Les Turcs, il vaut mieux les avoir en photo que les avoir au dessert. Donc malgré tout, l'Empire ottoman avait amené la paix dans l'islam pendant plusieurs siècles et il y avait eu un peu un étouffoir, mais bon, surtout en Palestine, mais bon, le grand pôle civilisationnel, c'était Istanbul. Donc ensuite, ça a été Ankara après avec les nationalistes turcs d'Atatürk financés par la banque Rothschild. Mais donc mon grand-père, lui, il a décidé, comme beaucoup de juifs et comme beaucoup de musulmans pieux, c'est-à-dire les juifs pieux et les musulmans pieux ont quitté la Palestine, beaucoup d'entre eux pour l'Amérique du Sud et sont partis vers le Brésil, vers l'Argentine, quelques-uns très peu vers les États-Unis. Mais on en a beaucoup ici. Ici au Brésil, on a une grosse communauté de Syriens, de Libanais et de Juifs qui ont quitté le Moyen-Orient dans les années 30, avant la guerre, justement à cause du problème du nationalisme turc, du nationalisme sioniste yiddish d'Europe de l'Est, marxiste, et du nationalisme arabe, et se sont réfugiés au Brésil où ils continuent à vivre un islam et un judaïsme qui sont traditionnels. Alors il y a aussi une grosse communauté libanaise qui est venue au moment de la guerre des années 70, hein, la guerre de Beyrouth. Alors, les méthodes du Moufti de Jérusalem, elles étaient tout à fait les méthodes des nazis, hein, il était tout à fait inspiré des nazis. Donc, c'était la violence, hein, les règlements de compte, les assassinats, qui étaient menés aussi bien contre les Juifs que contre les Britanniques. Donc, il y a des Juifs qui étaient là en Judée en Palestine depuis des siècles, hein, voire des millénaires. Et donc, ils étaient chassés de leurs terres, ils étaient assassinés, ils étaient violentés. Et ça a créé un grand traumatisme chez la communauté juive, donc qui a commencé donc à quitter. Donc il y avait des sionistes qui parlaient le yiddish qui arrivaient, mais les juifs traditionnels ont quitté pour beaucoup, sont allés vers la Jordanie, certains, ou vers l'Amérique du Sud. Alors ce que fait le Moufti de Jérusalem immédiatement, c'est qu'il met fin à l'islam traditionnel, il se comporte comme un islamiste, donc il demande l'application de la charia de la façon la plus violente et la plus littérale possible. Donc on recommence à couper les mains, à arracher les langues, à lapider. Voilà, on est revenu au temps où il fallait civiliser les nomades arabes. Hein, on reprend donc les pratiques de l'islam des tout débuts, hein, et on a une interprétation très littérale en fait du Coran qui est très proche de celle de Daesh. Hein. Alors on a ces deux grands partis, le Fatah, l'islam et le Hamas, qui vont se confronter pour obtenir le pouvoir en Palestine. Et en fait, il y a tellement de luttes entre ces deux partis qu'ils n'arriveront jamais à constituer un État palestinien. Donc actuellement, s'il n'y a pas d'État palestinien, c'est avant tout la faute des nationalistes palestiniens, notamment du Fatah et du Hamas, qui n'ont pas su se mettre d'accord pour partager le pouvoir et créer donc un État palestinien. Alors évidemment, pour les Israéliens, il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent qu'ils ne doivent pas avoir d'État, qu'il vaut mieux faire le grand Israël, et qu'il y a assez de terres et assez d'argent chez les Arabes pour s'occuper de ces gens-là. Et puis il y a des gens qui considèrent qu'il vaut mieux avoir un État palestinien, vivre en bonne intelligence avec eux, tout en sachant qu'il y aura des interférences étrangères, notamment l'influence de l'Irak. Pendant longtemps, Saddam Hussein finançait les attentats terroristes contre Israël, et puis l'Iran, hein, qui continue à mener des actions terroristes contre Israël. Donc qu'on soit pas d'accord avec Israël, c'est une chose, mais il faut savoir que les ayatollahs ont mis dans leur constitution de l'État iranien, de la République iranienne, la destruction de l'État d'Israël.
Et il faut pas oublier que s'il y a des juifs pieux qui vivent en Iran, il y a aussi des juifs pieux qui vivent en Israël. Il y a aussi des musulmans qui sont en Israël et on voit pas pourquoi ils prendraient, et des chrétiens, on voit pas pourquoi ils prendraient des bombes sur la gueule envoyées par l'Iran. Alors en juillet 1938, il y a Adam Vollhart qui arrive en Palestine. C'est un agent de l'Abwehr, donc le contre-renseignement allemand de la SS, et il va rencontrer les principaux dirigeants arabes. Il contacte donc tous ces partis nationalistes arabes, tous ces partis Baas, il les assure du soutien de l'Allemagne nazie. Il leur demande leur aide dans la propagande anti-juive et anti-britannique. Et il va recruter des mercenaires pour aller dépecer la Tchécoslovaquie. Donc il y a notamment des Turcs qui vont servir l'Allemagne nazie, mais il y a aussi des Palestiniens qui vont être recrutés par les services de renseignement SS et qui vont servir dans l'armée allemande, notamment pour asservir les Balkans. Alors en 1939, on a une note du Foreign Office britannique qui révèle l'existence de cargaisons d'armes allemandes qui sont livrées donc par les nazis et qui sont distribuées en Palestine via la Turquie et l'Arabie Saoudite pour aider l'insurrection donc du Hamas. Donc les deux partis sont financés, aussi bien le Hamas que le Fatah al-Islam. Alors, ce que dit à ce moment-là ce représentant de l'Allemagne nazie est intéressant. Hein. Il dit « La formation d'un État juif n'est pas dans l'intérêt de l'Allemagne, car un État palestinien signifierait la création d'une base nationale de soutien pour la juiverie internationale sur le modèle de l'État du Vatican pour le catholicisme politique. Il est pas conséquent dans l'intérêt de l'Allemagne à renforcer les Arabes comme un contre-pouvoir opposé à tout renforcement possible des Juifs. » Alors, cette citation elle est très 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 importante. Donc, elle est de Franz Reichardt et elle nous situe exactement le marché de dupes dans lequel on est. À la fois, les nazis ne veulent pas d'un État juif, parce que pour eux, c'est pas dans l'intérêt de l'Allemagne, mais en même temps, ils ont un intérêt à avoir des colonies sionistes qu'ils financent pour se débarrasser des Juifs qui sont présents en Allemagne. Donc, ils veulent pas liquider tout le monde, en tout cas jusqu'en 1940. Ils ont un accord avec la Banque de Londres et ils expédient les Juifs vers la Palestine, où ils laissent le soin aux Arabes, aux Palestiniens qu'ils entraînent et qu'ils équipent de leur régler leurs comptes. Donc, soit le programme des nazis, il est simple, exterminer en Allemagne, chasser d'Allemagne les Juifs, faire payer la Banque de Londres pour leurs biens et les installer en Palestine, et en Palestine, financer les Palestiniens pour leur tirer dessus. Mais l'Allemagne nazie est claire, ils ne veulent pas d'un État palestinien. Donc Hitler ne voulait pas d'un État palestinien, donc il veut renforcer le nationalisme arabe, mais il ne veut pas d'un nationalisme et d'un État palestinien. Donc vous voyez le drame pour les Palestiniens qui se sont fait baiser en tant que les nationalistes palestiniens se sont fait baiser par les Anglais, après ils se sont fait baiser par les nazis, et après ils vont se faire baiser par les Soviétiques une nouvelle fois, et après ils vont encore se faire baiser par les États-Unis. Donc c'est vraiment être un nationaliste arabe, c'est vraiment avoir large, très large. Alors ce qui se passe, c'est que la situation s'envenime de plus en plus, tout simplement parce que il y a un accord qui est en train de se faire entre l'Allemagne nazie et Londres pour déporter 20 000 enfants juifs vers la Palestine, donc pour pas avoir à les liquider en Allemagne dans les camps de concentration et en laissant de toute façon le choix aux Palestiniens de leur faire la vie dure. Alors par contre, ça crée un certain nombre ça crée un certain nombre de tensions, ça crée un certain nombre de tensions chez les Anglais aussi, qui se disent, bon ben ok, si on est d'accord pour la déportation des Juifs, les Palestiniens vont les zigouiller, ça crée de l'insécurité, on a un mandat, donc la partie qui avait été jouée dès le début, hein, donc la colonie sioniste sous mandat anglais, et puis les colonies chrétiennes sous mandat allemand en Palestine, et puis les nationalistes arabes qui seraient les cocus du village, qui seraient baisés en fait par les deux camps, c'est bien le camp anglo-américain que le camp nazi. En fait, tout ça c'est en train complètement de déraper, ça va tellement aller au dérapage que Hitler va envahir la Palestine
dans son chemin vers l'Égypte. Et puis tout ça, pendant la Deuxième Guerre mondiale, va être complètement sous mandat allemand, puisque les Anglais vont donc partir. Alors ce qui est intéressant pendant cette période-là, c'est que les nationalistes arabes de Palestine, ils sont complètement sous le joug des Allemands, ils sont au service des Allemands, ils portent l'uniforme nazi, les enfants sont dans les jeunesses hitlériennes, et tous les nationalistes arabes sont complètement formés et déformés pour sortir de l'islam et adhérer au nationalisme socialiste islamiste, donc sur le modèle de l'Allemagne nazie. Donc le nationalisme palestinien, il est aussi musulman que le nationalisme allemand et catholique. Donc on est vraiment dans l'ersatz et on est vraiment dans une manipulation de grande ampleur qui sont menées par donc les nationalistes. Donc en novembre 1941, il y a évidemment Ribbentrop qui rentre dans Jérusalem, et donc il va falloir organiser l'occupation de la Palestine, et là tous ceux qui deviendront les cadres de l'OLP, c'est-à-dire du Fatah al-Islam, et les gens du Hamas, tous les gens qui sont les ancêtres des dirigeants actuels, en fait, souvent c'est même des gens de la même famille, ils sont recrutés par les nazis, et on crée un Arabische Bureau, un bureau arabe qui reçoit 75 000 Reich Or, et qui permet au Moufti de Jérusalem de disposer d'un véritable quartier général et de mener la politique arabe du 4e Reich au service de l'Allemagne nazie. Il y a même une station de radio qui est créée en arabe et qui permet donc de fanatiser toutes les jeunesses nationalistes arabes en Syrie, en Irak, en Iran, en Égypte et en Palestine, et même jusqu'à la Tunisie, pour en fait en faire de bons nationalistes formés par les nazis. Alors ça va tellement loin, ça va jusqu'en Bosnie d'ailleurs, donc tous les jeunesses hitlériennes, elles ont des contacts en Bosnie. Les Bosniaques sont passés dans le camp de l'Allemagne nazie, et les musulmans de Bosnie vont servir en fait souvent à cette espèce de force internationale musulmane, enfin en tout cas islamiste, au service de l'Allemagne nazie qui va se constituer dans le bassin méditerranéen. Stupéfiant, hein. Alors le comble de l'horreur, il est atteint en 1944, qui va vous expliquer en fait pourquoi après c'était impossible de réconcilier les nationalistes israéliens et les nationalistes arabes. Tout simplement, il y a des archives qui ont été déclassifiées dans les années 70, et le Moufti de Jérusalem, on a un discours de lui à la division SS Anjar, donc cette brigade de musulmans nazis, enfin d'islamistes nazis, et ces documents ont été déclassifiés des archives britanniques, c'est l'archive KV2 401-402, qui montre que le Moufti de Jérusalem, donc on est en 1944, en fin 1944, alors que la défaite de l'Allemagne nazie, elle était une certitude, on a une volonté des nazis d'exterminer les dernières populations juives, aussi bien dans les camps de concentration en Pologne que en Palestine. Et le grand Moufti de Jérusalem prend part à ce qu'on a appelé l'opération Atlas, qui regroupait des agents allemands et arabes, dans le but d'organiser un empoisonnement massif des populations juives de Palestine, puis de recruter des troupes favorables au Moufti. Donc cette opération d'empoisonnement des populations juives de Palestine, elle a commencé en octobre 1944 sous la direction de Kurt Wieland, et elle incluait Abdouf Latif et Hassan Salameh, qui étaient membres des forces spéciales arabes, et qui sont d'ailleurs ces gens-là qu'on va retrouver, donc c'est le même groupe qu'on va retrouver dans l'assassinat des athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich. Donc ce groupe de Palestiniens nationalistes qui est allé assassiner les athlètes israéliens à Munich, c'était des gens qui avaient été formés par les nazis, notamment pour l'opération Atlas, où ils ont essayé d'empoisonner, notamment au chlore, la plus grande partie de la population juive de Palestine. Alors, évidemment, ça va pas totalement réussir. Il y a beaucoup de juifs qui vont perdre la vie dans cet énorme gazage au chlore. Ce commando, en fait, qu'on va finalement être arrêté. Et les Britanniques vont découvrir dans ce groupe des armes, des munitions, des pièces en or, un dictionnaire arabe-musulman, des milliers de boîtes contenant de l'arsenic. Et il faut savoir que chacune des boîtes qu'il y avait pouvait tuer 25 000 personnes. Donc ils ont essayé d'empoisonner au chlore et à l'arsenic toutes les populations juives de Palestine en empoisonnant les puits et les réseaux d'adduction d'eau. Donc voilà ce qu'ont fait les nationalistes palestiniens du Hamas et
du Fatah al-Islam, voilà ce qu'ils ont fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que déjà l'Allemagne nazie avait perdu et que la reddition du Japon était tout proche. Donc vous comprenez mieux l'empoisonnement qu'il peut avoir au propre comme au figuré, entre les nationalistes palestiniens et les nationalistes israéliens, et le contentieux qu'il y a entre ces deux nations artificielles, donc la nation juive et cette nation arabe palestinienne. Alors souvent on pense que ce nationalisme palestinien, ce nationalisme arabe, il est en lutte contre l'Occident. Eh bien on s'aperçoit que pas du tout en fait. Le nationalisme arabe, il a été créé par les Occidentaux, par les Britanniques, pour être dirigé contre l'Empire ottoman, donc contre le califat, c'est-à-dire les nationalistes arabes ont été payés par la couronne britannique pour détruire le califat, et ils l'ont fait, que ce soit en Arabie Saoudite, ou que ce soit en Turquie, ou que ce soit en Palestine. Ensuite, ces gens-là sont passés, ces nationalistes sont passés au service des nazis. Et puis enfin, et qui les ont financés, qui les ont utilisés pour la solution finale contre le peuple juif. Et au final, c'est donc le KGB qui va utiliser tous ces réseaux du Hamas, tous ces réseaux du Fatah al-Islam et des mouvements salafistes en Égypte pour infiltrer totalement le monde musulman. Et alors que les nazis les avaient aidés à les Anglais les ont initiés au nationalisme pour les diviser et détruire le califat. Ensuite, les nazis les ont initiés au nationalisme criminel qui va jusqu'à empoisonner des gens, les gazer, les empoisonner. Et les soviétiques vont aller derrière pour remettre une couche socialiste. Donc on a les Anglais qui font des nationalistes, puis ils passent au national-socialisme, et puis en fait ils parlent totalement au socialisme. Et d'ailleurs, que ça soit Bachir al-Assad, que ça soit Saddam Hussein, ou que ça soit les nationalistes algériens, ou que ce soit les nationalistes arabes, ils font tous partie de l'international socialiste. Donc ils font partie de l'alliance de fait qui avait été créée, de droit, qui avait été créée par l'Union soviétique. Donc on voit comment tous ces partis ont petit à petit commencé par le nationalisme, puis passé au national-socialisme, puis au socialisme. Et finalement, après, ils vont passer au nouvel ordre mondial, puisqu'on s'aperçoit que tous ces mouvements terroristes, en fait, sont intégralement financés par la CIA, par la couronne britannique et quelquefois même par le Mossad, ce qui était le cas de Daesh. Donc on s'aperçoit comment les nationalistes arabes, depuis le début, ont été utilisés pour détruire l'islam, tout comme les protestants ont été utilisés pour détruire la catholicité. On retrouve exactement le même schéma. On doit même rappeler que ce sont les nationalistes juifs qui ont provoqué le massacre de Massalah, de la forteresse, et qui ont provoqué la ruine et l'incendie du temple et la diaspora juive. Donc à chaque fois, que ça soit chez les juifs, chez les chrétiens ou chez les musulmans, on a un problème avec le nationalisme. Les nationalistes détruisent nos civilisations. Au bout d'un moment, ils passent au socialisme, donc à l'internationalisme, et au bout d'un moment, ils passent au supranationalisme, dont ils sont les agents terroristes. Alors on comprend bien dans ce marché nationaliste qui est fait par la couronne britannique, puisque tout ce marché du nationalisme dans le monde entier, que ce soit le nationalisme tchétchène, le nationalisme ouïghour, le nationalisme palestinien, le nationalisme algérien, le nationalisme français des Le Pen, et avant la République française, la République nationale socialiste de la Troisième République, tous ces nationalismes, ils sont financés par la City de Londres. Parce que ce que veut la City de Londres, c'est que la monarchie anglaise, la royauté anglaise n'ait pas de concurrent, que les anglo-saxons aient la seule civilisation et qu'en face d'eux, il n'est que des pays, des États-nations, des petits États-nations, le plus divisés possible, si possible en régions, qui n'auront pas de civilisation concurrente à la civilisation anglo-saxonne. Donc partout, le nationalisme a été financé et a été utilisé par les Britanniques pour consolider leur propre civilisation et leur empire et détruire les civilisations des autres. Donc à partir du moment où vous rentrez dans un processus nationaliste, sachez que vous allez détruire votre civilisation et que d'ici peu de temps vous deviendrez internationaliste, donc socialiste, ou vous rentrerez dans une des grandes internationales créées, que ce soit la Fédération de Russie, le Mercosur, l'Aliena ou l'Organisation de l'Unité africaine. Vous allez rentrer dans des structures internationalistes et au final, ces structures internationalistes, elles vont vous amener vers le gouvernement mondial, vers un gouvernement unique mené par ces banquiers de la Cité de Londres qui, je le rappelle, ne sont pas juifs, ne sont plus chrétiens et n'ont jamais été musulmans. On est dans une imposture totale, cette imposture que j'essaye de vous faire comprendre depuis le début de ces vidéos, depuis donc décembre, et j'aimerais vous rappeler une chose qui est absolument importante, c'est que puisque le nationalisme français a été financé comme le nationalisme russe par la Cité de Londres, Vladimir Poutine c'est un nationaliste russe qui est financé, qui est membre citoyen de la Cité de Londres, son père et sa mère sont juifs, enfin d'origine khazare, et
Il est donc un agent du nationalisme russe, tout comme les Le Pen sont des agents du nationalisme français, et que ce nationalisme, il sert avant tout la couronne britannique pour détruire la civilisation orthodoxe russe et la civilisation catholique française. Donc ne vous étonnez pas que le Front National ait pu être financé par une banque tchèque qui appartenait à une société russe, cette banque d'ailleurs a été liquidée, il n'y a plus véritablement de dette. Et ne vous étonnez pas de voir que Alain Soral reçoit des fonds de la Russie de Vladimir Poutine, des nationalistes russes, et qu'il rencontre Douguine, qui est un nationaliste russe. Et quand on s'intéresse un peu à ce personnage de Douguine, on fera une vidéo sur lui après une vidéo sur Poutine. C'est donc quelqu'un qui a soutenu Alain Soral. Douguine, dans ses écrits, il veut que la Russie annexe l'Europe et détruise la civilisation catholique libérale d'Europe occidentale, en particulier la France, pour imposer la Grande Russie, qui serait une grande Russie d'inspiration orthodoxe, mais qui serait avant tout nationaliste, socialiste et supranationaliste, c'est-à-dire qu'ils voudraient un nouvel ordre mondial, hein, ils le disent, ils veulent un nouvel ordre mondial, Poutine l'a dit, il veut un nouvel ordre mondial, mais multipolaire. Donc il veut pas un nouvel ordre mondial unipolaire qui serait dirigé par la couronne britannique et ses amis talmudistes. Il voudrait un monde multipolaire où il y aurait une place pour la Russie nationaliste et ses vassaux, notamment la France. Et dans ce monde multipolaire, ça serait donc Poutine qui serait le prince de l'Eurasie, avec autour de lui un certain nombre de talmudistes, puisque la grande garde qui est autour de Poutine, comme la grande garde qui est autour de la reine d'Angleterre, ce sont essentiellement des talmudistes. Donc on voit comment les talmudo-protestants d'un côté et les talmudo-orthodoxes de l'autre, et nos talmudo-catholiques avec Vatican II qui ont complètement démissionné, ils sont en train de jeter la France dans une fournaise où la France est sous la menace, donc a perdu sa civilisation catholique, et sous la menace d'une invasion russe et d'une nouvelle libération par les sionistes anglo-saxons. Alors à chaque fois, on se fait envahir par l'Est et on se fait libérer par l'Ouest, et le résultat, c'est qu'il y a des millions de Français qui se font tuer, que notre territoire est détruit, qu'il faut tout reconstruire, et que on est plus ou moins toujours sous occupation. On a complètement perdu notre liberté, et cette perte de liberté, on le doit à une seule et unique catégorie d'habitants de notre pays, les nationalistes. Donc merci aux nationalistes français qui, depuis Philippe le Bel, ont détruit la civilisation française, ont détruit la francophonie et ont permis aux gens de l'Est et aux gens de l'Ouest de nous envahir, de nous dominer, de nous exterminer, de détruire notre pays et de nous asservir. Encore une fois, bravo aux nationalistes. S'ils veulent tous aller vivre en Bulgarie, c'est très volontiers. Je leur paye même leur billet d'avion. Au revoir les salopards. Alors le comble de l'horreur, il est atteint en 1944, qui va vous expliquer en fait pourquoi après c'était impossible de réconcilier les nationalistes israéliens et les nationalistes arabes. Tout simplement, il y a des archives qui ont été déclassifiées dans les années 70 et le moufti de Jérusalem, on a un discours de lui à la division SS Anjar, donc cette brigade de musulmans nazis, enfin d'islamistes nazis. Et ces documents ont été déclassifiés des archives britanniques, hein, c'est l'archive KV2 401-402 qui montre que le moufti de Jérusalem, donc on est en 1944, en fin 1944, alors que la défaite de l'Allemagne nazie, elle était une certitude, hein, on a une volonté des nazis d'exterminer les dernières populations juives, aussi bien dans les camps de concentration en Pologne que en Palestine. Et le grand moufti de Jérusalem prend part à ce qu'on a appelé l'opération Atlas, qui regroupait des agents allemands et arabes, dans le but d'organiser un empoisonnement massif des populations juives de Palestine, puis de recruter des troupes favorables au moufti. Donc cette opération d'empoisonnement des populations juives de Palestine, elle a commencé en octobre 1944 sous la direction de Kurt Wieland, et elle incluait Abdouf Latif et Hassan Salameh, qui étaient membres des forces spéciales arabes, et qui sont d'ailleurs ces gens-là qu'on va retrouver, donc c'est le même groupe qu'on va retrouver dans l'assassinat des athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich. Donc ce groupe de Palestiniens nationalistes qui est allé assassiner les athlètes israéliens à Munich, c'était des gens qui avaient été formés par les nazis, notamment pour l'opération Atlas, où ils ont essayé d'empoisonner, notamment au chlore, la plus grande partie de la population juive de Palestine. Alors, évidemment, ça va pas totalement réussir. Il y a beaucoup de juifs qui vont perdre la vie dans cet énorme gazage au chlore. Ce commando, en fait, hein, qu'on va finalement être arrêté. Et les Britanniques vont découvrir dans ce groupe des armes, des munitions, des pièces en or, un dictionnaire arabe musulman,
des milliers de boîtes contenant de l'arsenic. Et il faut savoir que chacune des boîtes qu'il y avait pouvait tuer 25 000 personnes. Donc ils ont essayé d'empoisonner au chlore et à l'arsenic toutes les populations juives de Palestine en empoisonnant les puits et les réseaux d'adduction d'eau. Donc voilà ce qu'ont fait les nationalistes palestiniens du Hamas et du Fatah al-Islam. Voilà ce qu'ils ont fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que déjà l'Allemagne nazie avait perdu et que la reddition du Japon était tout proche. Donc vous comprenez mieux l'empoisonnement qu'il peut avoir au propre comme au figuré, entre les nationalistes palestiniens et les nationalistes israéliens, et le contentieux qu'il y a entre ces deux nations artificielles, donc la nation juive et cette nation arabe palestinienne. Alors souvent on pense que ce nationalisme palestinien, ce nationalisme arabe, il est en lutte contre l'Occident. Eh bien on s'aperçoit que pas du tout en fait. Le nationalisme arabe, il a été créé par les Occidentaux, par les Britanniques, pour être dirigé contre l'Empire ottoman, donc contre le califat, c'est-à-dire les nationalistes arabes ont été payés par la couronne britannique pour détruire le califat, et ils l'ont fait, que ce soit en Arabie Saoudite, ou que ce soit en Turquie, ou que ce soit en Palestine. Ensuite, ces gens-là sont passés, ces nationalistes sont passés au service des nazis. Et puis enfin, et qui les ont financés, qui les ont utilisés pour la solution finale contre le peuple juif. Et au final, c'est donc le KGB qui va utiliser tous ces réseaux du Hamas, tous ces réseaux du Fatah al-Islam et des mouvements salafistes en Égypte pour infiltrer totalement le monde musulman. Et alors que les nazis les avaient aidés à les Anglais les ont initiés au nationalisme pour les diviser et détruire le califat. Ensuite, les nazis les ont initiés au nationalisme criminel qui va jusqu'à empoisonner des gens, les gazer, les empoisonner. Et les soviétiques vont aller derrière pour remettre une couche socialiste. Donc on a les Anglais qui font d'eux des nationalistes, puis ils passent au national-socialisme, et puis en fait ils parlent totalement au socialisme. Et d'ailleurs, que ça soit Bachir al-Assad, que ça soit Saddam Hussein, ou que ça soit les nationalistes algériens, ou que ça soit les nationalistes arabes, ils font tous partie de l'international socialiste. Donc ils font partie de l'alliance de fait qui avait été créée, de droit, qui avait été créée par l'Union soviétique. Donc on voit comment tous ces partis ont petit à petit commencé par le nationalisme, puis passé au national-socialisme, puis au socialisme. Et finalement, après, ils vont passer au nouvel ordre mondial, puisqu'on s'aperçoit que tous ces mouvements terroristes, en fait, sont intégralement financés par la CIA, par la couronne britannique et quelquefois même par le Mossad, ce qui était le cas de Daesh. Donc on s'aperçoit comment les nationalistes arabes, depuis le début, ont été utilisés pour détruire l'islam, tout comme les protestants ont été utilisés pour détruire la catholicité. On retrouve exactement le même schéma. On doit même rappeler que ce sont les nationalistes juifs qui ont provoqué le massacre de Massalah, de la forteresse, et qui ont provoqué la ruine et l'incendie du temple et la diaspora juive. Donc à chaque fois, que ça soit chez les juifs, chez les chrétiens ou chez les musulmans, on a un problème avec le nationalisme. Les nationalistes détruisent nos civilisations. Au bout d'un moment, ils passent au socialisme, donc à l'internationalisme, et au bout d'un moment, ils passent au supranationalisme, dont ils sont les agents terroristes. Alors on comprend bien dans ce marché nationaliste qui est fait par la couronne britannique, puisque tout ce marché du nationalisme dans le monde entier, que ce soit le nationalisme tchétchène, le nationalisme ouïghour, le nationalisme palestinien, le nationalisme algérien, le nationalisme français des Le Pen, et avant la République française, la République nationale socialiste de la Troisième République, tous ces nationalismes, ils sont financés par la City de Londres. Parce que ce que veut la City de Londres, c'est que la monarchie anglaise, la royauté anglaise n'ait pas de concurrent, que les anglo-saxons aient la seule civilisation et qu'en face d'eux, il n'est que des pays, des États-nations, des petits États-nations, le plus divisés possible, si possible en régions, qui n'auront pas de civilisation concurrente à la civilisation anglo-saxonne. Donc partout, le nationalisme a été financé et a été utilisé par les Britanniques pour consolider leur propre civilisation et leur empire et détruire les civilisations des autres. Donc à partir du moment où vous rentrez dans un processus nationaliste, sachez que vous allez détruire votre civilisation et que d'ici peu de temps vous deviendrez internationaliste, donc socialiste, ou vous rentrerez dans une des grandes internationales créées, que ce soit la Fédération de Russie, le Mercosur, l'Aliena ou l'Organisation de l'Unité africaine. Vous allez rentrer dans des structures internationalistes et au final, ces structures internationalistes, elles vont vous amener vers le gouvernement mondial, vers un gouvernement unique mené par ces banquiers de la Cité de Londres qui, je le rappelle, ne sont pas juifs, ne sont plus chrétiens et n'ont jamais été musulmans. On est dans une imposture totale, cette imposture que j'essaye de vous faire comprendre depuis le début.
de ces vidéos depuis donc décembre. Et j'aimerais vous rappeler une chose qui est absolument importante, c'est que puisque le nationalisme français a été financé comme le nationalisme russe par la Cité de Londres, Vladimir Poutine c'est un nationaliste russe qui est financé, qui est membre citoyen de la Cité de Londres. Son père et sa mère sont juifs, enfin d'origine khazare, et il est donc un agent du nationalisme russe, tout comme les Le Pen sont des agents du nationalisme français, et que ce nationalisme, il sert avant tout la couronne britannique pour détruire la civilisation orthodoxe russe et la civilisation catholique française. Donc ne vous étonnez pas que le Front National ait pu être financé par une banque tchèque qui appartenait à une société russe, cette banque d'ailleurs a été liquidée, il n'y a plus véritablement de dette, et ne vous étonnez pas de voir que Alain Soral reçoit des fonds de la Russie de Vladimir Poutine, des nationalistes russes, et qu'il rencontre Douguine, qui est un nationaliste russe. Et quand on s'intéresse un peu à ce personnage de Douguine, on fera une vidéo sur lui après une vidéo sur Poutine. C'est donc quelqu'un qui a soutenu Alain Soral. Douguine, dans ses écrits, il veut que la Russie annexe l'Europe et détruise la civilisation catholique libérale d'Europe occidentale, en particulier la France, pour imposer la Grande Russie, qui serait une grande Russie d'inspiration orthodoxe, mais qui serait avant tout nationaliste, socialiste et supranationaliste, c'est-à-dire qu'ils voudraient un nouvel ordre mondial, ils le disent, ils veulent un nouvel ordre mondial, Poutine l'a dit, il veut un nouvel ordre mondial, mais multipolaire. Donc il veut pas un nouvel ordre mondial unipolaire qui serait dirigé par la couronne britannique et ses amis talmudistes. Il voudrait un monde multipolaire où il y aurait une place pour la Russie nationaliste et ses vassaux, notamment la France. Et dans ce monde multipolaire, ça serait donc Poutine qui serait le prince de l'Eurasie, avec autour de lui un certain nombre de talmudistes, puisque la grande garde qui est autour de Poutine, comme la grande garde qui est autour de la reine d'Angleterre, ce sont essentiellement des talmudistes. Donc on voit comment les talmudo-protestants d'un côté et les talmudo-orthodoxes de l'autre, et nos talmudo-catholiques avec Vatican II qui ont complètement démissionné, ils sont en train de jeter la France dans une fournaise où la France est sous la menace, donc a perdu sa civilisation catholique, et sous la menace d'une invasion russe et d'une nouvelle libération par les sionistes anglo-saxons. Alors à chaque fois, on se fait envahir par l'Est et on se fait libérer par l'Ouest, et le résultat, c'est qu'il y a des millions de Français qui se font tuer, que notre territoire est détruit, qu'il faut tout reconstruire, et que on est plus ou moins toujours sous occupation. On a complètement perdu notre liberté, et cette perte de liberté, on le doit à une seule et unique catégorie d'habitants de notre pays, les nationalistes. Donc merci aux nationalistes français qui, depuis Philippe le Bel, ont détruit la civilisation française, ont détruit la francophonie et ont permis aux gens de l'Est et aux gens de l'Ouest de nous envahir, de nous dominer, de nous exterminer, de détruire notre pays et de nous asservir. Encore une fois, bravo aux nationalistes. S'ils veulent tous aller vivre en Bulgarie, c'est très volontiers. Je leur paye même leur billet d'avion. Au revoir les salopards.